Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Renforcement de la coopération bilatérale entre le Cameroun, le Tchad et la Guinée équatoriale. Le président Paul Biya a reçu en audience 2 émissaires. Le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Engonga Edjo, ainsi que le ministre tchadien des infrastructures et des transports, Ahmad Abakar Adjid. Retour sur le projet du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo en République démocratique du Congo. Lancé en 2014, cet ambitieux projet porté par l'ancien président Joseph Kabila est à l'arrêt. Un rapport du cabinet d'audit financier Ernst & Young évoque notamment un manque de responsabilité financière. Et enfin, une crise alimentaire qui fait rage au Soudan du Sud. Selon les prévisions de l'ONU, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pourrait se chiffrer à 7,24 millions entre avril et juillet 2021. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, un changement concernant la sécurité de l'ancien président Joseph Kabila. Désormais, ce sera à la police nationale congolaise de sécuriser les différentes résidences de l'ancien chef de l'État congolais. Jusque-là, ce rôle était attribué à la garde républicaine qui assure parallèlement la sécurité du président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Au total, une quarantaine de policiers ont été désignés par le commissaire général de la police nationale pour cette mission. À noter que l'ancien président de la RDC réside depuis le mois de décembre dans le Katanga. Le Cameroun entend renforcer sa coopération bilatérale avec le Tchad et la Guinée équatoriale. À cet effet, le président Paul Biya a reçu ce 18 février en audience le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale, Balthazar Engonga Edjo, puis Ahmad Abakar Adjid, le ministre tchadien des infrastructures et des transports. Au cœur des discussions, la gestion de la crise sanitaire dans la sous-région, encore la lutte contre le terrorisme. Joël Maribalo. Dans le cadre de ces concertations permanentes, le président camerounais Paul Biya a reçu en audience le 18 février 2021 ses homologues d'Afrique centrale par émissaire interposé. Tour à tour se sont succédés au palais d'Etoudi le ministre équato-guinéen de l'intégration régionale Balthazar Engonga Edjo et Ahmad Abakar Adjid, ministre tchadien des infrastructures et des transports. De façon globale, les entretiens entre le dirigeant camerounais et ses émissaires ont porté sur des questions bilatérales et communautaire. Les chefs d'État ont une préoccupation sanitaire, économique, monétaire et sécuritaire. Donc dans leurs obligations, c'est faire des concertations au quotidien. Je peux oser à dire au quotidien, mais avec la distance. Ils sont obligés de déplacer les missions ponctuelles pour concerter certains aspects et avoir une idée d'ensemble. Face au chef d'État camerounais, les représentants des deux nations sont revenus sur la gestion de la crise sanitaire liée à la Covid-19 dans la sous-région, les accords de développement intra-étatique, la situation sécuritaire et la lutte contre le terrorisme dans laquelle le Cameroun et le Tchad sont fortement engagés depuis une décennie. Ce que vous devrez savoir, c'est un message dans le cadre de la relation séculaire entre les deux pays sur le développement. La lutte contre la pauvreté, les problèmes sociaux, les problèmes qui sont liés dans les deux pays. Rappelons qu'en tant que président en exercice de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, le président Paul Biya est régulièrement sollicité par ses pairs. Cependant, Covid-19 oblige, aucun sommet en présentiel n'est à l'ordre du jour. Toutefois, ces concertations permanentes n'excluent en aucun cas des échanges, même par visioconférence, entre les différents chefs d'État. Le Cameroun qui ambitionne parallèlement d'intensifier ses échanges transfrontaliers. Ce 15 février, le gouvernement camerounais a conclu un contrat avec l'entreprise italienne SEAS pour la construction d'une route reliant le pays au Gabon. Les travaux, dont le coût a été évalué à 67 milliards de francs CFA, devraient durer 24 mois. Joël Maribalo. Dans l'optique d'améliorer ses infrastructures routières, le gouvernement camerounais, par la voix du ministre des Travaux publics Emmanuel Nganou Djoumessi, a signé un contrat commercial de 67 milliards de francs CFA avec une entreprise italienne. Le projet de construction de la route Olunu-Ovang va permettre de relier le Cameroun au Gabon. Ainsi, le Cameroun pourra accroître ses échanges transfrontaliers, favoriser les évacuations des productions agricoles, améliorer les revenus des populations.
Le choix de cet axe est justifié d'une manière générale par la volonté de désenclaver des bassins de production en reliant chacune des villes concernées par ce projet au réseau structurant, à étendre le réseau bitumé de la région du Sud vers les grands bassins de production, à faciliter l'écoulement de la production agropastorale vers les grands pôles de consommation du pays et du Gabon. Long de 70 km, le tronçon Oulounou-Oving frontière-Gabon, dont la durée d'exécution des travaux est de 24 mois, prévoit entre autres une route de 1 fois 2 voies de 3,5 mètres d'une vitesse de référence de 60 km par heure, la réalisation de 59 ouvrages de drainage transversal, la construction de 13 ponts de longueurs diverses, l'aménagement des carrefours. C'est l'un des puzzles du corridor routier entre le Cameroun et le Gabon, qui est un des tronçons du grand corridor qui devrait rejoindre le Congo et qui devrait rejoindre la RDC à travers le pont sur le Congo. Il est important de noter que ce projet n'est que la phase 1 d'un vaste programme d'investissement, un plan qui vise à augmenter la connectivité entre les localités de la région du Sud et surtout à renforcer l'intégration sous-régionale. Il avait été lancé en 2014 en République démocratique du Congo. Le projet du parc agro-industriel de Bukanga, Lonzo et Talare. Cet ambitieux projet, porté par l'ancien président Joseph Kabila, visait notamment à lutter contre l'insécurité alimentaire. Depuis, le bilan est amer. Le cabinet d'audit financier Ernst & Young a établi un rapport dans lequel il énonce le manque de responsabilité financière dans la gestion de ce projet. Quelles en sont donc les causes et les bandes réponse avec notre correspondant Jacques Mboka. Bukanga Lonzo, un projet agro-industriel de 560 millions de dollars, dont environ 150 millions déjà décaissés, est à l'arrêt. Une situation qui a conduit à un audit effectué par l'inspecteur général aux finances. Son rapport fustige les détournements qui est à la base de l'arrêt de ces projets. Pour Matata Ponyo, chef du gouvernement qui a initié ces projets, les causes de cet échec sont à chercher après la démission de son gouvernement. Il faut qu'on sache qui a demandé qu'on arrête le financement du projet de Bukanga Lonzo. Si vous répondez à cette question, vous avez le responsable de l'arrêt de ce projet, parce que ce projet est pertinent. Et ce projet, comme vous le savez, a été combattu fortement, alors que j'étais encore en fonction, par les importateurs de produits alimentaires. Lancé en 2014, Bukanga Lonzo était une première phase d'un grand projet que le gouvernement devrait perpétuer dans 15 provinces du pays. L'objectif étant d'assurer l'indépendance alimentaire. Le projet, qui a fonctionné jusqu'à janvier 2017, n'a plus bénéficié d'une bonne attention de la part des responsables qui se sont succédés, note le rapport d'une enquête effectuée par un groupe de journalistes congolais. Il était question que ces premiers ministres successifs puissent donner une certaine impulsion dans la mise en œuvre de ces projets. Donc c'est à 3 niveaux qu'il faudrait situer les responsabilités. C'est à la société sud-africaine Africom Commodities que l'État congolais avait confié la gestion de ces parcs agro-industriels qui s'étend sur 80 000 hectares à 220 km de Kinshasa. La nomination de Ngozi Okonjo-Iweala à la tête de l'Organisation mondiale du commerce suscite un vent d'espoir pour beaucoup de pays africains. L'ancienne ministre des Finances nigériane, qui dirigera l'OMC pendant 4 ans, doit faire face à d'importants défis, dont celui de la pandémie de coronavirus. Selon certains experts, cette nomination arrive à point nommé à l'heure où l'Afrique a besoin de solutions concrètes pour se relever de la crise sanitaire. Marie-Raphaël Antolo. Nouvellement nommée au poste de directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo-Iweala est désormais appelée à assurer le suivi, le contrôle et l'élaboration des projets porteurs pour le commerce en Afrique. Ainsi, durant son mandat qui débutera le 1er mars 2021 pour s'achever le 31 août 2025, elle sera appelée à relever les défis auxquels fait actuellement face l'organisation et apporter des solutions rentables aux difficultés rencontrées par les acteurs du secteur du commerce dans le monde en général et en Afrique en particulier, dans un contexte marqué par la Covid-19.
Comme nous le savons, l'Afrique est dans une conjoncture particulière où elle doit implanter l'une des plus grandes conventions de libre-échange continentale. Et donc, la question ici est celle de savoir à quel niveau est-ce que l'Organisation mondiale du commerce peut être utile. Confrontés au problème de manque de confiance des créanciers et des investisseurs, notamment sur les échanges entre les pays développés, moins développés et en voie de développement, selon certains experts, l'Afrique manifeste un besoin d'assurance dans le domaine des échanges bilatéraux et multilatéraux. Une situation qui rend difficile l'expansion et le développement du commerce en Afrique. Si vous regardez le secteur des produits pharmaceutiques, nous importons plus de 90% des produits pharmaceutiques que nous utilisons sur le continent. Et donc, notre souci est de savoir comment faciliter les investissements afin que nous puissions avoir sur le continent la capacité de pouvoir fabriquer des produits pharmaceutiques en travaillant avec d'autres organisations en partenariat. D'après la nouvelle directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, les priorités de l'organisation restent la réduction de l'impact de la COVID-19 sur le commerce mondial et la mise en place d'un système de règlement des différends dans le commerce mondial afin de promouvoir l'investissement ainsi que le développement du commerce en ligne. L'actualité, c'est aussi cette victoire pour le journaliste algérien Khaled Drareni. Le fondateur du site d'information Casbah Tribune a été libéré ce 19 février. Libération qui survient après l'annonce du président algérien Abdelmadjid Tebboune décrétant une grâce présidentielle en faveur de plusieurs détenus du Irak. Pour rappel, le 15 septembre 2020, Khaled Drareni avait été condamné en appel par la Cour d'Alger à 2 ans de prison ferme pour atteinte à l'unité nationale et incitation à attroupement non armé. Une décision de justice qui avait suscité une vive indignation, non seulement en Algérie, mais aussi au-delà des frontières. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les droits de l'homme avait par exemple appelé les autorités algériennes à annuler ce verdict. Le Soudan du Sud en proie à une importante crise alimentaire. L'ONU s'attend en 2021 à une augmentation du nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave. Ce nombre pourrait atteindre 7,24 millions entre avril et juillet 2021. Face à ces prévisions alarmantes, le Programme alimentaire mondial s'active. Plus de précisions dans ce sujet de la rédaction. Le Programme alimentaire mondial intensifie ses opérations au Soudan du Sud. À l'approche de la saison des pluies qui s'ouvre généralement au mois d'avril, l'organisme onusien a fait preuve d'anticipation. Des stocks alimentaires ont en effet commencé à être distribués, notamment dans le comté de Pibor, situé dans l'état du Jonglei. Face à une situation humanitaire alarmante, l'enjeu est de taille pour le PAM. Pour 2021, l'agence entend fournir une aide alimentaire à plus de 5,3 millions de personnes. Ce village d'environ 8000 personnes ne survivrait pas sans le Programme alimentaire mondial. Avec un peu de chance, si nous pouvons mettre fin au conflit et travailler avec les chefs traditionnels et les villageois, alors nous pourrons construire des digues et récolter de l'eau. Et notre présence ici ne serait donc plus obligatoire. Mais pour le moment, ils survivent à peine. Ils auraient pu mourir si nous n'étions pas là. Il y aurait une famine. En décembre 2020, l'ONU publiait un rapport inquiétant. L'organisation estime que la crise alimentaire au Soudan du Sud s'est aggravée en raison de la crise économique et sanitaire. Selon ses prévisions, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire grave pourrait se chiffrer à 7,4 millions entre avril et juillet 2021. Autre point alarmant soulevé par les Nations Unies, cette année, 1,4 million d'enfants pourraient être victimes de malnutrition aiguë. Nous sommes extrêmement préoccupés par le nombre croissant d'enfants souffrant de malnutrition aiguë sévère. Ces enfants ont besoin d'un traitement d'urgence pour éviter qu'ils ne meurent. Sur le terrain, le Programme alimentaire mondial travaille d'arrache-pied avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Leurs interventions conjointes ont ainsi permis en 2020 à plus de 5,2 millions de personnes de bénéficier d'une aide alimentaire. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.